Bonjour à tous, je suis avec Bruno Adler et Stéphane Krief. Bonjour à vous. Bonjour. Vous avez coécrit l'ouvrage qui s'appelle Et si je répondais du tac au tac, les secrets de la répartie. Et je sais qu'il y a une deuxième édition qui va paraître, qui va s'appeler comment, Stéphane? Les secrets de la répartie. Et en Comment sous-titre, on va reprendre Et si je répondais du tac au tac. D'accord. Donc peut-être c'est déjà disponible et vous allez être redirigé avec le lien qu'on met quelque part à côté pour cette nouvelle édition. Euh, Justement, la question, mais avant de passer à l'interview, est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement, tous les deux, pour les personnes qui vous découvrent en ce moment? Avec plaisir. Stéphane. Ok, donc je m'appelle Stéphane Krief ou Stéphane Kay Krief. J'ai deux noms parce que j'ai aussi un nom d'artiste. Donc je suis auteur co-auteur avec Bruno sur ce livre, mais je suis aussi réalisateur et acteur. Et à travers les différentes écoles et les différents cours et stages que j'ai suivis et mon expérience professionnelle, j'ai participé, j'ai contribué à amener une dimension un peu théâtrale, un peu artistique, un peu d'improvisation dans ce livre pour justement permettre aux gens finalement d'être plus connectés à leur inspiration, à leurs ressources et puis du coup peut-être à mieux répondre. En tout cas, je l'espère. Voilà. Donc Bruno Adler, j'ai synthétisé mes activités sous l'intitulé libérateur d'énergie. Alors je suis pas magnétiseur, mais je suis consultant, formateur, coach, conférencier et dans mes différentes interventions, de plus en plus, ce qui m'importe, c'est de pouvoir faire en sorte de révéler en chacun ses ressources. Je suis vraiment convaincu que plus que d'apporter moi-même aux personnes leur capacité à pouvoir évoluer, c'est beaucoup plus eux-mêmes qui peuvent le faire. Et ma part consiste à les aider à vraiment être en contact avec leurs ressources et à développer le meilleur d'eux-mêmes. Donc j'interviens particulièrement en entreprise, mais aussi en milieu pénitentiaire ou dans des collèges et universités autour de ces différentes thématiques et sur des missions qui ont pour vocation de vraiment faire en sorte que les personnes soient dans la performance dans l'entreprise, mais avec une notion de bien-être, de se sentir bien, à pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes, que ce soit individuellement ou collectivement. J'ai écrit un certain nombre d'ouvrages sur ce thème, dont la répartie, qui fait partie des possibilités pour des personnes qui ont besoin de pouvoir communiquer, de se positionner, que ce soit en entreprise ou dans différentes collectivités. D'accord, merci beaucoup pour votre introduction. La question justement que je me posais, je vais vous avouer, j'ai découvert grâce à ce livre le sujet de la répartie. Le sujet, bien évidemment, d'une part que je pratique au quotidien en parlant avec les autres, mais je ne savais pas qu'il y avait un domaine qui s'appelle la répartie et puis qu'on peut s'entraîner justement sur la répartie. C'est quoi exactement la répartie et pour qui à qui est adressé ce livre? Qui répond? Vas-y Stéphane. Alors, la répartie, moi, je la trouve partout. Que ce soit sur Internet, par écrit, sur Twitter ou à la radio ou là en interview. Enfin, là, on a laissé du temps pour répondre, ou à la télévision dans des échanges politiques ou philo ou autres. La répartie, c'est aussi une arme c'est une arme. C'est une arme de pouvoir, de séduction, dans laquelle je vais peut-être, c'est une des approches, récupérer ou prendre du pouvoir. Et dans l'échange, moi je le vois comme ça. Dans les médias, en tout cas, c'est la répartie, c'est la possibilité justement de reprendre du pouvoir et quelque part d'avoir une espèce de reconnaissance ou de valorisation verbale. Mais ça va plus loin dans le corps aussi. Bruno, qu'est-ce que tu en penses? Alors c'est effectivement cette base-là. Après, pour en revenir à la vocation du livre, c'est pourquoi on l'a écrit. L'idée est
tente de pouvoir permettre à des personnes qui se sentent en difficulté par rapport à des interlocuteurs sur ces notions de prise de pouvoir, ou qui se sentent en difficulté simplement de pouvoir apporter leur pierre à l'édifice dans le cadre aussi d'échanges créatifs ou de participation à différents échanges, c'est donner les clés à des personnes de pouvoir mieux se positionner. Il ne s'agit pas de former des humoristes au tac au tac, enfin voilà, de former des bêtes de scène. Il s'agit vraiment de permettre à des personnes qui ne sont pas forcément à l'aise en société ou dans les organisations à pouvoir mieux se positionner. Et donc, pas forcément que prendre le pouvoir, c'est aussi simplement jouer avec les autres ou créer avec les autres. D'accord. C'est ça. Je vais reprendre ce que dit Bruno. Véritablement, il y a 3 axes dans le livre. Parce qu'on a défini 3 archétypes pour généraliser. Il y a effectivement les personnes qui peuvent être peut-être pour récupérer plus de pouvoir, donc qui vont être plus attaquantes, qu'on a appelées les guerriers. Il y en a d'autres qui vont être plus pour se défendre ou se positionner, reprendre de l'espace lorsqu'elles se sentent envahies. Et là, c'est plutôt l'architecte en rebond ou plutôt le créatif. On l'a nommé comme ça. Et puis, il y a la deuxième partie pour ceux qui veulent jouer, qui veulent s'amuser un peu plus, qui veulent être un peu plus dans la séduction. Et c'est la partie joueur, voilà. Joueur. Impertinent. Merci. Voilà. Donc, il y a 3 axes et c'est suivant justement le public et les besoins de chacun. D'accord, en effet. Mais vous parlez justement aussi à un moment donné dans le livre des différents types de personnalités, des personnes voilà, de différentes couleurs, jaune, bleu, vert et rouge. Et en fonction des personnalités, la répartie va être, comment dire, les différents exercices, etc. Et justement, je me pose la question, c'est vraiment quelque chose où il faut prendre d'abord conscience sur le fait que je peux m'améliorer dans la répartie pour m'affirmer. C'est ça qui est génial. C'est que nous avons un cerveau avec sa neuroplasticité qui fait que, comme un muscle, plus je vais m'entraîner et plus je vais gagner des points, et plus je vais gagner des points, et plus je vais être inspiré, plus je me sens à l'aise. Et c'est un peu le cercle vertueux comme ça de la réussite. Donc oui, c'est ce que le théâtre développe, c'est ce que moi-même j'ai appris, je transmets et j'accompagne dans les individuels, les groupes ou les entreprises. C'est qu'évidemment, nous pouvons changer et évidemment, nous pouvons gagner des points en répartie. Encore faut-il oser. Encore faut-il aussi s'entraîner, avoir à peu près des bons outils. Et surtout, je vais dire ça comme ça pour résumer, ne pas se disqualifier. Nous sommes des fois dans des environnements qui peuvent être assez non valorisants, je vais dire ça comme ça. Et l'idée, c'est de continuer, même si je me trompe. D'ailleurs, Laurent Baffy, qui a participé en interview à ce livre, a dit des fois, je me plante, je fais un bide, je me couvre de merde et puis je passe à autre chose. Et c'est un petit peu ça l'idée. Enfin, lui, il le dit de façon exagérée, dans son style. Mais oui, si on peut gagner des points, l'idée c'est de continuer, de persévérer, et heureusement, je peux m'améliorer. Oui. Mm-hmm. Concernant les couleurs, et notamment le modèle du disque de Markson, avec les 4 couleurs de personnalité, c'est important quand même de pouvoir aller oser et faire en sorte de pouvoir communiquer plutôt déjà soi-même sur des ressources propres. C'est-à-dire quelqu'un qui est plutôt jaune, c'est-à-dire plutôt ludique, extraverti, etc., aura intérêt à utiliser cette forme-là. Alors que quelqu'un qui est plus vert dans l'harmonie sera beaucoup plus sur peut-être des mots qui sont posés, qui sont conciliants. Et je pense qu'on est meilleur quand on s'appuie sur ses ressources. D'où l'intérêt de connaître plus ses personnalités. Après, il y a l'autre versant qui est c'est de pouvoir identifier dans des situations peut-être de communication difficile pourquoi j'ai plus de mal à communiquer avec tel ou tel interlocuteur. Hein. Si je suis un jaune, je vais moins bien communiquer qu'un bleu qui est très carré, très dans la règle, il ne comprend pas pourquoi je suis un peu fou. Donc peut-être que si je veux pouvoir fonctionner avec l'autre, j'ai intérêt quand même à tenir compte de la personnalité plus forte de l'autre, de façon à pouvoir créer le lien. Ou au contraire, si je veux atteindre l'autre, si j'ai un rouge qui est en face de moi, qui me percute, etc., si moi-même je n'ai pas cette capacité à être dans le combat, je vais utiliser d'autres modes pour pouvoir être plus fort. Il ne s'agit pas d'essayer de modéliser
L'idée, c'est pas de modéliser sur des gens qui vont m'impressionner, qui sont éloignés de moi, parce que j'arriverai pas à le faire. Il faut que je sois meilleur que moi-même. Je vais pas me mettre en compétition avec les autres, mais en compétition avec moi, comme le disait Stéphane, en s'entraînant. Et à ce moment-là, j'ai beaucoup plus de chances au fur et à mesure, de m'améliorer, de savoir mieux, notamment répondre, répliquer, de me positionner quand c'est nécessaire. D'accord. Comme lesintelligences.com, c'est aussi notre ADN, c'est d'aider les personnes à passer à l'action, donner quelques exercices, pistes. Vous en avez beaucoup dans le livre, mais il y en a deux qui m'ont beaucoup parlé. Le premier, c'est savoir dire non. Un exercice pour savoir dire non. Non parce que, mais comment dire, la structure très simple. Est-ce que Stéphane, vous pouvez donner un exemple justement pour cet exercice, pour les personnes qui nous écoutent, qui peuvent justement l'appliquer tout de suite après? Alors oui, je peux vous donner un exemple. Et je me sentirais pas tout à fait à l'aise de le faire parce que c'est une formule qui vient de Bruno. Bruno a été mon mentor pendant plusieurs années. Donc, je peux vous donner des exemples parce que j'applique ce non parce que mais. Je vais plutôt passer la parole à Bruno. Si D'accord. Bruno, ça te va. Là, c'était un bon exemple du non parce que mais que Stéphane vient de faire, en montrant des variantes, parce que ça fait un moment qu'il pratique. Autrement dit, vous lui avez fait une demande, hein, on l'a bien fait, celle-là. Il vous l'avez fait une demande, il vous a indiqué que c'était pas possible de répondre à votre demande en vous en expliquant la raison et en vous proposant une autre solution qui est de me faire cette demande-là. Donc, c'est la meilleure démonstration, sachant que le modèle NPM, non parce que mais, c'est pour l'avoir en tête, mais après, la forme, elle peut être appropriée. Donc, Stéphane, sans vous répondre, vous a donné l'exemple. D'accord. Après, Mais en je plus ne suis pas simple. sûr que vous soyez satisfait de la réponse. Je peux vous Non, donner d'autres exemples. Ah ouais, je trouvais ça excellent. Il n'y avait pas de meilleure démonstration. Ouais, Après, je peux vous en donner un autre. Vous choisirez ce qui ouais. vous convient. Ça pourrait être de dire, non, je peux pas vous répondre maintenant parce que je viens de me rendre compte, voilà, que il y a l'incendie qui vient de se déclencher juste à côté. Hein, mais la prochaine fois qu'on sera en contact, bien évidemment, je, je pourrais vous le faire. Ou peut-être que vous pouvez demander à Stéphane de le faire. Je m'explique. Le non, il faut qu'il soit clair, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté sur le fait que je ne vais pas répondre à votre demande. Le parce que permet d'atténuer la dimension émotionnelle du non. C'est-à-dire qu'au lieu que ça paraisse comme un non capricieux à votre égard, le fait de l'expliquer, ça va l'atténuer. Et d'ailleurs, il y a un livre, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle Petit traité de manipulation à De l'intention des manipulation. gens honnêtes, dans lequel ils expliquent dans leurs études que le fait de donner un parce que permet aux gens d'accepter plus volontiers ce qui est. Je connais cette étude, mais par rapport, je l'ai lu dans le À livre des de demandes. Roberto Cialdini Ah, ok, voilà. C'est sur ça. l'influence et manipulation. Et justement, ça m'a fait justement penser à Ouais. ça, c'est que le fait d'utiliser parce que Mm. Oui, ça adoucit tout de suite et puis ça permet aux personnes de dire OK, allez-y. voilà. Et là-bas, Alors, les exemples, c'était même un truc de fou. Il y a des gens qui étaient dans la queue pour la photocopie et Ouais. ils disaient est-ce que vous pouvez me laisser passer parce que le ciel est bleu? Et c'est ça. Alors, ce qui est intéressant dans le parce que, merci de le compléter, c'est que ça peut être n'importe quoi. Hein. C'est le simple. Alors, on n'est pas obligé, mais quand je vous dis, voilà, j'ai de l'huile sur le feu ou un truc comme ça, c'est le fait de dire un parce que, il a été prouvé, hein, vous connaissez ça, mm. que effectivement, ça permet aux personnes de plus s'accepter. Que ce soit une demande, là, effectivement, une démonstration, c'est dans le cas d'une demande, mais ça marche aussi avec le non. Sauf que si vous restez avec un non parce que, peut-être que ça atténue, il n'empêche que la personne va être frustrée par rapport à sa demande. Donc le mais est très important. Le mais permet de proposer des solutions. Autrement dit, de montrer que mon intention, c'est pas de laisser la personne avec une frustration ou d'être dans un refus. Et je vais proposer des solutions. Ça peut être un report de délai, ce qui sur une demande d'un travail. Ça peut être proposé, là c'est ce qu'on a fait avec Stéphane,
que ce soit une autre personne qui puisse aider la personne, ou ça peut être aussi d'aider partiellement, c'est-à-dire que vis-à-vis de personnes qui sont un peu en mode bonne poire, qui ont tendance à se faire solliciter de droite et de gauche, ce que je leur recommande, c'est de pouvoir proposer d'aider, comme ça satisfait aussi leurs propres besoins d'être à l'aide des autres, mais pas de faire à la place, pas de se substituer. Et ça, c'est quelque chose souvent qui aide pas mal les gens à éviter d'être complètement éparpillés à aider les uns les autres en prenant des charges qui ne sont pas les leurs. Merci Bruno. Je vous propose, parce que c'est vrai qu'on l'a développé un petit peu chacun avec notre expérience, et je vous propose aussi une autre lecture, parce que ça s'appelle les intelligences multiples, et je trouve que c'est très intéressant. C'est de voir que le non, pour commencer, le non, il est lié à l'affect. Si je vous dis non, vous allez dire des vrais non, comme disait Bruno, pour avoir ensuite des vrais oui. Et quand je dis non comme ça, sans explication, je risque de réveiller de l'émotion en face. Donc, la partie smart par rapport à nos trois cerveaux, plutôt que la personne tombe comme ça dans limbique et peut-être même dans le reptilien, c'est d'expliquer avec l'histoire ce que vous étiez en train de dire. Et le fait de raconter, les personnes aiment les histoires. Et le fait de raconter une histoire, eh bien, il y a un mécanisme qui fait que je lâche un peu l'émotion et je vais dans des projections imaginaires, etc. Et le mais, justement, et de laisser la possibilité, c'est revenir complètement sur l'intellect, parce que choisir, c'est le cerveau numéro 3, c'est le néocortex. Et je te propose soit de le faire maintenant, peut-être avec Bruno, ou plus tard, lorsque j'aurai solutionné l'incendie là avec les pompiers. Et voilà. Et quand on laisse le choix à l'autre, du coup, l'autre le prend plus contre lui-même et la personne est un peu plus dans l'intellect que dans l'émotion. Voilà pour les intelligences. Si vous voulez garder socio-montage, ça peut être intéressant. J'ai trouvé cet exercice très pertinent, surtout pour les personnes qui ne savent pas dire non. Par exemple, qui sont dans une grosse entreprise ou qui sont sollicitées souvent, ou volontairement, en fait, il y a des gens qui les utilisent. Tiens, est-ce que tu peux me faire ci ou ça? Et du coup, cette personne, non, je peux pas parce que j'ai un rendez-vous avec un tel, ou j'ai un rendez-vous avec moi-même, j'ai des tâches super urgentes à faire. Mais je te propose et puis là, elle peut déléguer à quelqu'un d'autre. Et d'une part, des personnes comme ça, vous le dites aussi dans le livre, c'est que par leur gentillesse ou la peur et gentillesse, ils vont pas oser de le faire. Et puis comment justement oser prendre ce risque à dire, par exemple, à son supérieur aussi, non, je peux pas maintenant parce que si, et puis comment justement oser prendre des risques? Prendre le risque d'oser déplaire, c'est la base. Oui. C'est de dire, c'est pour ça, ce que disait Bruno, c'est de dire un vrai non, pour pouvoir donner ensuite une explication et proposer des oui. En fait, c'est un non parce que même, et si je le traduis psychologiquement, ça sera non mais oui. Mais c'est d'abord de dire un vrai non. Bruno? C'est compliqué pour les personnes qui sont plutôt en mode fait plaisir, pour prendre les modèles des drivers de l'analyse transactionnelle, qui ont tendance à ne jamais dire non. C'est compliqué pour eux justement de déplaire, comme disait Stéphane. Donc, ce que je leur mets en avant, c'est qu'à force de répondre oui systématiquement, j'ai un ami qui est une crème d'homme qui il s'est arrangé depuis, mais qui était capable de dire oui. Non. Je donnerai pas de nom. Tu as bien dit non là. Là, j'ai eu un non émotionnel. Voilà, non, là c'est un non. Voilà, non, mais tu pourras avoir d'autres qualités. Voilà, ça encore plus une crème. Bref, qui avait tendance à dire oui. Je me souviens, sur un même week-end, il m'avait dit oui pour m'aider pour mon déménagement. Il avait dit oui à un copain, comme il était en informatique, pour pouvoir le dépanner en informatique. Et il avait dit oui à sa femme pour aller se promener. Et il a planté tout le monde. Et là, j'ai pu lui expliquer, enfin voilà, on a échangé, c'est vraiment un ami que j'apprécie beaucoup, comme Stéphane. Et une crème. Et combien sa volonté de satisfaire, d'aider les autres, etc., en fait, en répondant oui systématiquement, eh bien, il n'allait pas vers cet objectif. Et que le meilleur moyen d'aller vers cet objectif, c'était quand il avait donné un oui, de pouvoir s'y tenir et de pouvoir dire aux autres, non, avec quand même cette possibilité, je rappelle, dans le mais, de dire partiellement je peux aider. Ça peut être de dire, non, je peux pas t'aider sur ton déménagement, voilà, mais je peux venir avant pour t'aider
t'aider sur les cartons, ou je pourrais venir le lendemain. C'est-à-dire, on peut proposer partiellement une aide. Parce que quelqu'un qui a une volonté d'aider, c'est compliqué pour cette personne c'est compliqué pour lui de pouvoir refuser. Donc, le fait de dire, dans le mai, tu proposes une petite partie, ça évite de se plomber son emploi du temps et de jouer à ça. Bon. Quand il y a des abus, comme vous indiquiez, de personnes qui profitent des autres dans les organisations, je leur dis, mais vous pouvez aussi demander aux personnes, si elles sont d'accord, si vous les aidez, de vous aider. À une femme, je vais dire, par exemple, vous demandez à quelqu'un qui demande de l'aide, etc., s'il veut bien venir garder votre môme sur le week-end ou tourne la pelouse, puisque c'est aussi leur compétence, et vous remarquerez qu'ils diront non. Donc aussi inviter les personnes à voir qu'il n'y a pas forcément de réciprocité pour se rendre compte qu'il faut arrêter d'être en mode bonne poire. Entre-temps, il y a ce qui m'est venu à l'idée pour s'exercer justement sur la répartie, c'est de répondre à tous les appels téléphoniques commerciaux qu'on reçoit régulièrement. Et je vois en fait le mal à l'aise chez les personnes qui justement vont dire je ne veux pas répondre, ou ils savent pas quoi répondre. Ils répondent, il y a un numéro qui appelle, et puis d'un coup ils se rendent compte que c'est que de l'autre côté, il y a quelqu'un qui, je sais pas, il veut vendre un service téléphonique ou un autre service ou inviter à quelque chose, etc. Et en gros, les personnes ne savent pas quoi répondre. Et là, je pense qu'on peut bien s'entraîner justement au sens de la répartie. Effectivement, la prospection au téléphone, mais aussi les vendeurs dans les magasins, les serveurs dans les restaurants. Enfin bon, malheureusement, c'est ce que je dis souvent, ça devient une bête noire un peu, mais c'est un bon terrain d'entraînement. Exactement, je suis d'accord avec ça. Plutôt que d'attendre la situation avec mon N+1, N+2, je vais dire, tiens, ça y est, je vais pouvoir appliquer le nom. Bien souvent, je n'aurai pas les compétences intellectuelles parce que l'émotion sera trop présente. Quand il n'y a pas d'enjeu, justement, je vais m'amuser. Donc, avec des personnes en téléprospection ou avec un vendeur où je ne veux pas acheter le truc, aucun intérêt. Les vendeurs de cuisine, de meubles, etc., de s'habituer à dire non parce que celui-là ou parce que voilà. Mais en revanche, je préférais ceci, cela. Et s'habituer. Ne ressortez pas avec un meuble, ça serait dommage. Mais l'idée, c'est de s'habituer à dire non. Voilà, pour le sport, quoi, pour l'exercice. Et après, parce que c'était votre première question, et évidemment, plus je vais m'entraîner, et plus je vais nourrir de la confiance, et plus je serai en confiance, et plus j'arriverai peut-être avec des responsables professionnellement ou avec mes pairs à mieux, finalement, à mieux répondre et finalement à plus m'affirmer. Moi, j'ai mis 20 ans avec Bruno, par exemple. D'accord. La notion d'entraînement, c'est un élément clé dans notre livre que l'on veut mettre en avant, en tout cas dans le fait de répondre au tac au tac, justement pour les personnes qui sont pas à l'aise avec ça. Et quand je dis les personnes qui sont pas à l'aise, c'est pas forcément des personnes qui sont timides, qui n'osent pas, c'est aussi des personnes peut-être plus comme moi, voilà, moi j'ai beaucoup travaillé sur mon agressivité pour pouvoir la restreindre. Il y a aussi le fait de savoir répondre au tac au tac sans être agressif dans des situations où il ne faut pas le faire. Et effectivement, la clé, c'est de pouvoir s'entraîner de façon à se sentir beaucoup plus à l'aise. Par exemple, le non parce que mais vous citiez, comme je suis pas habitué, si au début je l'utilise et que j'hésite parce que je suis pas habitué, ça va pas marcher. Parce que l'autre en face sentira que j'hésite et il sentira un petit non, ça marche pas. Donc pour que je sois plus affirmé, ça veut dire qu'il faut que je sois à l'aise avec des nouvelles façons de m'exprimer. Et pour être à l'aise, il y a plein d'occasions sans enjeu, comme le disait Stéphane, resto, enfin moi je le fais beaucoup ici avec les serveurs. Effectivement, après, en plus je peux être en mode joueur, c'est-à-dire que un conseiller téléphonique qui m'appelle ou quelqu'un qui m'appelle pour pouvoir me vendre un truc avec ses formulaires, pour moi c'est du pain béni. Alors il faut que je sois quand même de bonne humeur, mais où je vais me mettre de bonne humeur, où j'ai le temps, mais c'est toute occasion dans la vie, ça peut être à la poste, ça peut être caissière au supermarché, alors pas forcément sur le nom parce que mais, c'est aussi pour voir, moi j'aime bien jouer à comment faire pour dérider les gens qui sont dans leur taf ou qui sont voilà, comment c'est possible de leur donner ce petit moment de joie comme ça inattendu là où ils sont pas forcément dans ces dispositions. C'est aussi un bon moyen de s'entraîner à des répliques au mode ludique du tac au tac. C'est quelle phrase je vais trouver, quelle impro je peux faire, et ça peut être les mêmes phrases qui sont redites. Dès l'instant, c'est pas les mêmes personnes, parce que
la confusion qu'il y a, c'est qu'on a l'impression que la répartie, à chaque fois, on doit être créatif, trouver quelque chose, etc. Non, c'est les mêmes choses qui marchent que je vais emmener à un endroit. Le sens de la répartie, c'est savoir placer au bon moment et bien placer la bonne phrase. Hein, mais c'est les mêmes gimmicks qui peuvent revenir. Mhm. Bah, je me suis rendu compte, en fait, pendant la lecture et en parlant avec vous, c'est que j'avais, par exemple, parce qu'il y avait une époque où je m'amusais vraiment avec justement la prospection téléphonique Hmm. et, et j'ai trouvé une phrase qui où encore personne dans les prospections téléphoniques n'a pas trouvé la réponse à ça, donc ça se termine là-dessus. C'est une phrase dans laquelle je dis euh, non, je suis. En fait, on arrive à un moment donné où il demande pourquoi vous voulez pas faire ça ou c'est pas. Et moi, je dis, écoutez, je peux pas vous dire, c'est mon secret. Et là, ils savent pas quoi répondre. Ça se Alors, respecte. Oui, mais c'est ça. Nicolas, je Ouais. ne sais pas si on pourra le faire, mais on pourra le mettre dans notre recueil. Parce que on a dans le livre, on a fait un recueil justement des C'est petites juste. phrases pour que les Oui, personnes oui, puissent vous y en avez penser. plein, oui. Et on aurait pu placer celle-ci. Là, je crois que c'est un peu tard avec l'éditeur, quoique, s'il nous redemande des lectures, on le mettra parce qu'effectivement, ça crée des petites vibrations dans le cerveau de l'autre qui ne sait pas quoi répondre, il n'y est pas préparé. Donc, Voilà. merci pour le Je dis, truc. c'est mon C'est secret et mon merci de le secret. respecter. Voilà. C'est très bien. C'est très Ah affirmé. oui, mais là ça C'est s'arrête et très, puis très affirmé. Oui, Ouais. puis c'est doux en même temps. C'est pas Ouais. agressif, c'est ce qui est intéressant. oui, c'est ça, oui, parce que Ouais. justement, dans un des chapitres, vous parlez de guerrier sans père. C'est qui un Oui. guerrier sans père? Bruno, je ne sais pas si tu as envie Ouais. de répondre. Je connais un peu le sujet. Euh, alors, le guerrier sans peur, ça fait référence. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Bayard, le chevalier Bayard, le chevalier sans peur et sans reproche. Voilà, c'est de là qu'est venue l'idée. Mais c'est aussi pour dire qu'il y a des moments, c'est pas forcément systématique, mais il y a des moments où si on ne se positionne pas dans le sens de casser l'autre, hein, c'est l'humour qui casse. Audiard, notamment dans ses dialogues, écrit très bien différentes phrases autour de ça. Il y a des moments où si je ne fais pas ça, je vais être écrasé. C'est-à-dire vis-à-vis de personnes qui veulent avoir le pouvoir ou qui ont besoin en face de sentir que je suis capable d'avoir du répondant, il y a nécessité de pouvoir casser un interlocuteur. Donc c'est ça le guerrier sans peur. Alors je sais qu'il y a des personnes qui sont pas tout à fait favorables au fait d'être en mode combattant, mais moi voilà, même si c'est pas forcément la première approche en entreprise, il y a certaines personnes avec Mhm. qui il est nécessaire de pouvoir faire ça, notamment des personnes qui peuvent être discriminantes ou avoir un mauvais esprit. Je pense à des hommes qui ont vis-à-vis de femmes qui ont des propos qui sont désagréables. Et le fait de simplement dire c'est désagréable, ça marchera pas forcément, mais d'avoir une bonne réplique. Et comme c'est toujours les mêmes choses, les mêmes conneries qui vont débiter des personnes sexistes, bah c'est assez facile de pouvoir imaginer, préparer comme un scénariste la bonne réplique et de la placer, y compris en public, pour que l'interlocuteur n'ait plus du tout envie de venir être désagréable. Donc, et pourquoi sans peur? Parce qu'effectivement, quand je le fais, c'est le principe de oser que rappelait Stéphane, dont parlait Bafi. C'est quand je le fais, je suis sûr de moi, quoi. J'y vais, même si, enfin, à la limite, j'ai ma peur au bout du sabre, du samouraï, mais voilà, il faut que j'y aille. Et sachant que de temps en temps, je peux me planter, mais c'est comme ça que ça marchera. Parce que si j'y vais en hésitant, ça s'entendra dans mon non-verbal ou ça se verra, et là, ça passera pas. Il faut vraiment que ça percute. Pour ça, c'est le placer. S'entraîner et savoir placer Mhm. ses répliques, ce sont les deux clés essentielles sur lesquelles on appuie pour que ces exercices et ces petits recueils de phrases fonctionnent. Ok. Je vais reprendre ce que disait Bruno. C'est pour donner un exemple, c'est l'exemple de Laurent Baffy à la télé. Hein, c'est un sniper, c'est-à-dire un des aspects, c'est voilà, il y a eu une conversation sérieuse et puis d'un seul coup, tac, il y a un gars qui va intervenir et qui va jouer sur la disqualification, sur l'humiliation, avec de l'humour, hein, ou pas, c'est suivant. Et c'est implacable en un mot, quoi, ou une phrase. Et il n'y a rien à rajouter derrière. Et, voilà. Et c'est ça le guerrier sans peur.
autant ça peut bien marcher à la télé, sur Twitter, par écrit, voilà, pour divertir, pour créer du buzz, parce qu'il est payé, parce que c'est son expertise, et il le fait très bien. Autant en entreprise, j'ai peut-être un autre avis. Oui, en effet. J'observe beaucoup dans Mais on n'est pas toujours d'accord avec Bruno. le guerrier politique. Mais Ouais, après, c'est une discussion qu'on a eue il y a 15 jours, je crois, là-dessus. Bruno a un autre avis, mais moi, je pense que c'est le lieu pour le dépôt, pour poser. alors quel est l'avis de Bruno? Ouais. En fait, effectivement, il peut y avoir des risques dans certains cas en entreprise que de casser quelqu'un dès l'instant où il a du pouvoir ou de passer pour quelqu'un qui casse. Donc, il ne s'agit pas d'être continuellement comme ça. Moi, je parle en mode défense, mais je pense qu'il y a des moments où il faut pouvoir se défendre vis-à-vis de personnes qui profitent de l'environnement de l'entreprise pour pouvoir diminuer les autres et profitent du fait qu'on essaye d'être lissé, donc de ne pas avoir de réponse pour pouvoir attaquer, diminuer, etc. Et moi, je pense que quand dans l'entreprise, on est là par rapport à une fonction, par rapport à un engagement, mais nous restons tous une personne et en tant que tel, on doit pouvoir garder notre dignité et conserver le respect mutuel. Voilà. Donc, quelqu'un qui me respecterait pas, je pense que je vais lui rappeler ce que c'est que le manque de respect. Effectivement, il peut y avoir des conséquences, donc sans doute qu'il faut mesurer quand même, savoir mesurer les conséquences et faire des choix. Alors, en ce qui me concerne, mais j'ai surtout été indépendant plus que salarié, peut-être pour ça, c'est vrai que j'ai plus l'occasion de me positionner assez sévèrement par rapport à des gens qui me manquaient de respect. Mais en même temps, je vois combien des personnes sont atteintes par des managers ou des gens qui ont un certain pouvoir et qui se permettent des choses qui ne sont pas admissibles. Et puis de plus en plus, quand même, maintenant, il y a les moyens de se protéger de ça et de pouvoir le factualiser. Et justement, éviter le fait derrière de se poser, ah, j'aurais pu lui et refaire les conversations dans la tête, oh, j'aurais pu lui répondre ça, ou pourquoi j'ai dit ça, etc. C'est justement, en fait, c'est faire la répartie, c'est faire preuve d'intelligence et d'une conversation et d'une communication réussie. Sur ce que vous disiez à l'instant, là, j'aurais dû dire ça. Si je me mords les doigts en me disant mince, j'ai pas fait ce qu'il fallait, etc., je vais être dans une énergie négative et je vais me dire je suis mauvais et donc ça, je vais me dire je suis pas capable de répondre. Si au contraire je me dis ah mince, j'ai manqué d'à propos, mais la prochaine fois, il faut que je me souvienne de ce que, au contraire, j'aurais dû dire ça, je vais me souvenir avec le truc long de ce que j'ai trouvé comme bonne réplique. Et le truc, c'est ça, c'est de savoir, en fait, se souvenir. On donne l'illusion au moment où on place une phrase que ça, c'est fulgurant, sauf qu'il y a très peu de personnes en réalité qui sont capables de cette fulgurance. Et donc, de trouver le bon mot au bon moment. Et en fait, le truc, c'est de placer quelque chose, mais que j'ai déjà enregistré. Si des gens me critiquent sur mon physique, c'est facile de pouvoir avoir la réponse parce que je peux l'avoir préparé. C'est les mêmes choses qui vont revenir. Moi, ça va être sur mes cheveux. Je suis pas le seul d'ailleurs. Mais voilà, ça peut être sur mon volume, ça peut être sur différents sujets. Donc, c'est assez facile de pouvoir avoir les bonnes réponses. Je peux même en avoir différentes pour les interlocuteurs. Et encore une fois, le truc, c'est de savoir placer, alors que les gens se disent, ah mince, je suis pas bon, je sais pas dire ce qu'il faut au bon moment. Ben, c'est une question de mémorisation des répliques et de les placer quand justement ça survient. Dans un autre chapitre, vous parlez justement de mots, le joueur impertinent. Le mot impertinent, je l'ai appris dans un contexte où, je crois que c'était en 2008, je suis revenu d'une formation, parce que je travaillais chez AXA, j'étais formateur, et il y avait une réunion de tous les formateurs de toute la Pologne. Et je suis revenu en fait dans mon agence, dans ma ville, et mon directeur m'appelle dans son cabinet. Il me dit la chef de tous les formateurs, elle a dit que tu es impertinent.
Donc, j'ai appris comme ça l'existence du mot impertinent. Le joueur impertinent, c'est qui exactement? C'est une bonne voie déjà pour gagner des points dans le tac au tac, l'impertinence. C'est le fait d'oser, en fait, de dire les choses. Moi, l'impertinence, le mot impertinent, je l'ai appris sur mes bulletins scolaires très tôt. Voilà, donc voilà, c'est même juste en regardant, j'étais impertinent. Voilà, donc c'est quelque chose que je connais aussi. Et sauf que c'était pas forcément par jeu. La notion de jeu est vraiment importante. Mais là, pour le coup, Stéphane, enfin, comédien amateur, Stéphane est beaucoup plus pro que moi sur ce domaine. Mais c'est vraiment ce qu'on vit au théâtre. De jouer, d'oser être même quelqu'un de différent de ce que l'on est, d'avoir plaisir avec un partenaire, de pouvoir relancer la balle, hein, le fameux oui et dans les théâtres d'impro. Donc c'est oser faire des choses, mais tout en étant joueur, c'est-à-dire non pas pour détruire l'autre, mais au contraire c'est lancer une balle. C'est hop, je lance une balle en surprenant l'autre, mais en sachant que le but c'est pas qu'il se fasse mal, qu'il prenne la balle dans l'œil, mais au contraire qu'il la rattrape et puis qu'il me la relance et qu'on puisse être comme ça dans des amusements, ce qu'on fait entre amis, ce qu'on fait au théâtre, mais ce qu'on fait aussi professionnellement, ce qu'on fait entre nous avec Stéphane, c'est d'être dans l'émotion de la joie et dans le plaisir qui incite à être créatif, à trouver des trucs, et à se créer le lien cordial, voire amical au travers du jeu. D'accord. Ouais, je vais vous proposer une autre piste pour continuer dans ce sens-là. Surtout pour ceux qui lisent le livre ou qui voient cette interview, c'est ce qu'on apprend au théâtre, ce que disait Bruno, c'est de prendre le public à contre-pied, toujours. C'est-à-dire que d'aller là où l'autre ne m'attend pas. C'est ce qu'on a écrit ensemble, d'ailleurs, c'est de jouer sur les contrastes. Quand vous attendez à dire du blanc, je vais jouer noir. Ou tout simplement désamorcer et d'être vrai. C'est ce qu'on demande aussi au théâtre. D'un seul coup, de dire, oui, mais enfin, écoute, moi, ce truc-là, je m'en fous. Et c'est de l'impertinence, mais en même temps, si ça sonne vrai et que c'est vrai, ça peut déclencher de l'humour et c'est aussi le joueur. Le joueur, il n'est pas tellement dans le faux. Il peut être aussi, il peut être dans une certaine vérité qui déstabilise et qui dit des choses que tout le monde peut ressentir avec des signaux faibles, mais lui va mettre en lumière et d'un seul coup, ça va nous parler et ça va nous cueillir. Enfin, ça peut. En tout cas, c'est une des approches. Donc, c'est jouer les contrastes et dire et aller à l'envers de ce que le public attend, en fait. Toujours jouer entre ces deux oppositions. Enfin, toujours. C'est une proposition. L'humour, c'est un décalage. Donc, c'est vraiment ça. Et je dirais même en coaching, moi, j'utilise beaucoup des techniques provocatrices, de pouvoir reformuler un peu des incohérences. Dans la bienveillance, c'est possible de pouvoir être dans ce jeu-là. En fait, le jeu permet aux personnes de se poser des questions parce que justement, le décalage, ça fait forcément s'interroger. Donc, c'est une bonne façon aussi d'amener des personnes à s'interroger et différemment, plutôt que rester engoncé dans une croyance ou dans quelque chose. Voilà. Justement, l'improvisation théâtrale que vous faites, Stéphane, c'est quelque chose qui va exactement dans le sens. Moi, personnellement, j'ai pu suivre peut-être une fois, non, deux, trois fois justement le rendez-vous avec l'impro théâtrale. Et j'avoue, c'est quelque chose de… En fait, ça m'inspire beaucoup. En fait, c'est une inspiration encore pour moi à retrouver des endroits où je pourrais faire de l'impro parce que c'est un exercice formidable d'agilité mentale et justement d'améliorer mon sens de répartie. Ouais. L'improvisation au théâtre, c'est un très bon exercice, un très bon terrain de jeu. Parce que non seulement vous allez improviser sur les mots, ce qu'on explique dans la répartie, mais on va aussi improviser dans l'espace, donc avec le corps. Donc ça demande encore une autre intelligence, si vous parlez d'intelligence multiple. C'est aussi d'improviser dans un personnage, c'est-à-dire se mettre dans la peau de quelqu'un d'autre, etc. Donc les acteurs qui improvisent sur plusieurs niveaux. C'est pas juste un mot. Il y a toute une histoire imaginaire,
une couleur à donner, ce qu'on appelle le grain aussi, un grain d'acteur, et des déplacements et une mouvance dans l'espace. Donc le fait et c'est une très bonne, je ne peux pas recommander d'autres, j'ai pas l'idée comme ça d'autres écoles que celle de l'impro du théâtre, parce que justement, au moins dans ces trois dimensions-là, le fait de s'entraîner va me permettre finalement juste avec des mots dans la répartie, d'être beaucoup plus à l'aise. Parce que finalement, la répartie, c'est pas tellement. Là, je joue avec le corps, voilà, je bouge. Mais véritablement, la répartie, c'est surtout les mots. Et comme le disait Bruno, c'est l'affirmation et la fulgurance que je vais avoir. Et du coup, l'exercice me paraît, a priori, plus facile qu'une impro théâtre. Donc, oui, aller au théâtre pour ensuite être plus à l'aise dans la vie, je vais dire professionnelle, par exemple, de tous les jours, c'est pour moi une très bonne école. Ouais. Oh, après le livre, évidemment. Voilà. Le théâtre amateur, c'est certainement une super moyen de pouvoir apprendre, voilà, à se positionner, à placer sa voix, etc., à prendre confiance et oser, enfin, pour les personnes qui auraient envie effectivement de s'entraîner, oser vous inscrire à des cours de théâtre amateur en comprenant que les autres personnes qui s'inscrivent sont dans la même situation de vouloir avoir plus d'assurance, etc. Et voilà, le but n'est pas forcément de faire le cacou devant le public, quoi, que ce soit très agréable, mais c'est voilà, c'est de pouvoir aller chercher en soi des capacités qu'on n'imagine pas parce que en groupe, voilà, parce que voilà, le prof de théâtre va nous emmener vers des domaines qu'on va accepter de faire parce que c'est pas nous, c'est un rôle. Voilà. Donc le théâtre. Et puis après, on peut effectivement faire aussi du théâtre d'impro en perfectionnement, mais moi, je recommanderais plutôt de commencer déjà par des cours de théâtre amateur, de s'appuyer peut-être quand même sur des textes pour déjà travailler le corps, le positionnement, etc., pour ensuite aller sur l'impro et travailler l'intellect. Deux dernières questions. La première, si vous deviez faire un top 3 des meilleures astuces pour personnes qui justement découvrent le sujet ou qui se disent justement avec la lecture du livre et aussi l'interview, eh ben, j'ai envie de tester des choses. Quels sont les top 3 des meilleures astuces que vous pourriez donner aux personnes qui nous regardent ou écoutent? C'est une bonne question. Alors, oui. Alors, moi, je donne des exercices à des personnes que je coach en affirmation. Alors, je leur dis au restaurant, quand un serveur ou la personne qui vous place vous propose une table, je vous invite à faire en sorte d'en demander une autre. Donc, c'est s'entraîner à ne pas accepter une proposition de quelqu'un et de façon à trouver la bonne façon de s'affirmer, etc. Donc, de pouvoir se positionner à ces occasions-là, sans enjeu. Alors, pas, encore une fois, dans le restaurant dans lequel je vais tous les jours, mais sur des restaurants où je suis pas connu. Comme ça, j'ai pas d'enjeu, donc je peux oser y aller. Donc, c'est déjà ça. Quand ça sera possible, parce qu'on tourne ça pendant le confinement. En livraison, c'est possible. S'il y a une proposition, de dire bah non, je vais peut-être prendre autre chose, d'autoriser à changer d'avis, même, de dire vous validez la commande, de dire bah non, en fait, finalement, non, j'ai changé d'avis, je vais prendre autre chose. Et c'est ça, oser. C'est justement de prendre le public à contre-pied. Peut-être t'avais autre chose, Bruno? Je te laisse en placer. On va alterner. J'ai trouvé un autre truc que moi j'aime bien proposer, c'est ce qu'on propose aussi, ce qu'on a proposé ensemble avec Bruno dans ce livre, c'est d'avoir des phrases toutes prêtes, c'est ce que disait Bruno, c'est de s'entraîner avec des phrases toutes faites déjà. Et il y en a une que je propose bien souvent, surtout lorsqu'on se retrouve avec des personnes qui peuvent être affirmées, avec du pouvoir ou voilà une certaine facilité à dire les choses, c'est de jouer avec un ou pas. Voilà. Quelqu'un qui dit oui, ben ça marche comme ça, et puis vous rajoutez derrière ou pas. Et d'un seul coup, vous voyez, vous le déstabilisez. Et il y a plein de petites phrases comme ça, comme vous avez dit, bah, écoutez, j'ai un secret, mais je n'ai pas envie c'est pas le moment d'en parler. Voilà, de donner ce ou pas, c'est de s'habituer déjà à gagner un petit peu de terrain. Vous voyez, de s'habituer à oser, à dire les choses. Et peut-être ensuite, alors il y en a plein des phrases, mais d'avoir des phrases comme ça, 3-4 phrases, et de s'entraîner régulièrement 2-3 fois par jour. Alors en confinement, je ne sais pas, par téléphone, tout ça, en visio, c'est plus délicat, mais en présentiel, c'est-à-dire en live,
de le faire, surtout lorsqu'on ne se sent pas à l'aise et qu'on ne sait pas quoi dire. Le ou pas lorsqu'on n'est pas d'accord, je trouve que c'est voilà, c'est un petit truc qui aide. Voilà. Ouais, dans le même sens, notamment pour des personnes qui ont du mal à argumenter, y compris vis-à-vis de quelqu'un qui a des affirmations qui sont fausses ou de mauvaise foi, etc. Moi, j'aime bien les questions ouvertes. Et il y en a une que j'adore, c'est « Qu'est-ce qui te fait dire ça ?» Parce que, en fait, beaucoup de gens affirment des tas de choses qui sont pas forcément fondées, et plutôt que Qu'est-ce qui te fait dire ça? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Mon expérience, mon vieux. Une grande expérience, bien plus importante que la tienne, parce que je suis beaucoup plus âgé. Ou pas. Si, je ne pense pas que j'ai hiberné. Vous voyez, pendant ces 30 là années. voilà, en 2 phrases, déstabilisé. Donc, je suis désolé, excuse-moi, c'était pour l'exercice. On en reparlera après. Donc, qu'est-ce qui te fait ça dire s'appelle une menace. Tout à fait, c'est mon mode. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ça a vraiment un impact. En plus, je peux placer à plein de moments. Je sais pas, imaginez un gars qui dit femme au volant, mort au tournant, plutôt que d'essayer de défendre les statistiques de la prévention routière. Le fait de dire qu'est-ce qui te fait dire ça? La personne va argumenter. Plus elle argumente, plus je la fais, plus elle s'enfonce en fait. Et donc c'est un bon moyen. C'est une sorte de bras de fer mou que j'aime bien. Moi, c'est pas fatigant. C'est l'autre qui, par ses argumentations, va démontrer combien il a tort. Je trouve ça pas mal. Les outils de la PNL, c'est d'aller de grandes images jusqu'au détail. Ouais. Vous en parlez aussi dans le livre. Une deuxième question. Merci beaucoup pour les astuces. C'est fabuleux. Avec plaisir. Quelle est l'habitude ou la pratique quotidienne qui est incontournable pour vous? Me laver les dents. Bah, dans le tac au tac, au moins pour la laine, c'est mieux. Oui, non, mais c'est super. Prendre des tic-tac. C'est très personnel. Hein. Mais c'est ce que disait Bruno à un moment, c'est de s'amuser. C'est de profiter de chaque occasion pour s'amuser. Ça développe le génie créatif, le cerveau joueur. Mais parce que c'est aussi peut-être ma dimension. Donc je peux ne pas être très objectif là-dessus, mais au quotidien, et c'est pas facile. En ce moment, là, vous me demandez de m'amuser dans le confinement, alors que ça fait 5 semaines, 6 semaines, voilà, avec moins de liberté, etc. Voilà. Mais c'est de profiter de cette interview pour s'amuser, c'est de profiter de chaque moment pour jouer le contraste, pour dire tiens, bah, si je disais ça. Et c'est ça, pour moi, c'est l'essentiel même du jeu dans la répartie. Je vais vous faire une réponse un peu plus sérieuse que ma précédente sur les dents, mais qui est une autre forme, et j'apprécie ce que dit Stéphane sur la joie. Pour moi, l'habitude quotidienne que j'ai, ça va au-delà de la répartie, c'est merci la vie. C'est le matin de me réveiller en me disant je suis en vie, et c'est déjà un super cadeau. Juste d'être conscient que c'est pas acquis, c'est pas donné, etc. J'en suis d'autant plus conscient depuis cette période actuelle pour des raisons personnelles, mais merci la vie. Juste, c'est quand même un superbe cadeau qu'on a tous les jours. Voilà. Et ça fait du bien d'être conscient que c'est pas forcément normal et que c'est super. Donc, pratiquer la gratitude. Super. Exactement. Merci par exemple. beaucoup. Moi, je suis en gratitude par rapport à votre partage. Merci beaucoup pour cette interview. Merci pour votre intérêt. Je vous dis à très bientôt. À bientôt. Merci Nicolas. C'était super.